la société des sages et des insensés. À la fin de l'éthique, Spinoza pose cette question. Car comment serait-il possible que si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans peine, qu'il fût négligé par presque tous? On peut dire que pour Spinoza, l'accession au sublime, au salut, n'est pas chose aisée. N'a pas droit au sublime seulement qui le veut, mais qui est prêt à souffrir, à peiner pour l'obtenir. Le salut de ce fait n'est pas du déjà donné. Cette pensée de Spinoza semble indiquer que le salut n'est accessible qu'à une élite, les sages, ce qui impliquerait que la masse, les non-sages, les insensés ne peuvent y accéder. On pourrait interpréter cette idée en soutenant que pour Spinoza, le grand nombre a du mal à passer du premier degré de connaissance au deuxième degré, puis au troisième degré de connaissance. Il semble que Spinoza ne croit pas à la force de la multitude. Il semble que la foule ne peut être cause d'un grand changement qualitatif. Le grand nombre, n'usant pas de la droite raison, se trouve coincé au premier degré de connaissance. Il faut donc inciter la multitude à avoir une connaissance adéquate des notions communes, des lois, de tout ce qui est réellement commun à tous les êtres. Les hommes doivent faire preuve, en faisant des efforts, pour apprendre à penser selon leurs raisons. Emiliaou Yovel, dans son œuvre Spinoza et autres hérétiques, contrairement à l'éthique, soutiendra que l'éthique et le traité politique est l'ouvrage dans lequel Spinoza réfléchit à ce qu'il faut faire de la multitude. Il écrit ceci sur cette question. La réponse globale est qu'il faut transformer la puissance émotive et cognitive qui gouverne la multitude, ce que Spinoza appelle imagination, en imitation extérieure de la raison par le recours à l'obéissance à l'autorité afin de renforcer et d'institutionnaliser les résultats acquis. La multitude par elle-même, sans la contrainte de la loi, ne peut provoquer un changement véritable de l'ordre social. Sur cette question de la multitude, la philosophie politique de Spinoza semble être fortement opposée à celle de Karl Marx. L'auteur du Capital croit en la foule des ouvriers, les prolétaires. Dans le manifeste du Parti communiste avec Engels, il annonce la révolution communiste par ces mots. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que les buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de l'ordre social passé. Puissent les classes dirigeantes trembler à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que les chaînes. Ils ont un monde à gagner. Fin de citation, Karl Marx. Karl Marx veut imposer la dictature du prolétariat. Marx, dans sa révolution sociale, ne fait pas l'économie de la violence. Il précise que la rédemption des prolétaires ne peut provenir que de l'union de ceux-ci. D'où sa célèbre formule, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Dans la lutte des classes, les bourgeois exploitent les prolétaires. Les bourgeois constituent la minorité qui possède les moyens de production. Ceux-ci exploitent l'ensemble des ouvriers qui s'adonnent à un travail qui aliène leur être et ne perçoivent qu'un salaire dérisoire comme fruit de leur travail. Contre cette injustice, Karl Marx veut amener l'ouvrier à prendre conscience de sa situation d'être aliéné, exploité, afin de lutter contre cette situation. Il préconise donc une révolution, un bouleversement de l'ordre social qui doit être violent. Les ouvriers ne doivent lésigner sur aucun moyen pour mettre fin à cette exploitation. Karl Marx n'est pas sentimental, contrairement à Spinoza. Et il n'a que faire de la morale de la religion qui n'est que de l'opium pour le peuple. La violence est pour lui un moyen parmi tant d'autres. Mais Spinoza, quant à lui, se méfie de la violence, surtout quand elle est le fait de la multitude. Dans le traité théologico-politique, il écrit ceci. Je ne puis cependant passer sous silence qu'il n'est pas moins périlleux d'ôter la vie à un monarque, alors même qu'il est établi de toute manière qu'il est un tyran. Pour Spinoza, la violence appelle la violence, comme le sang appelle le sang.
En assassinant le monarque, les sauveurs du peuple par la suite deviennent eux aussi les bourreaux de ce même peuple. Spinoza souligne ce paradoxe dans cette phrase. Ainsi est-il arrivé que le peuple a bien changé de tyran, mais n'ont jamais supprimé le tyran, ni changé un gouvernement monarchique en un autre d'une différente forme. Fin de citation. En fait, on ne fait qu'éliminer la personne qu'on réprouve sans pour autant éliminer le mal. Le changement n'est que formel. On supprime la personne et non le mal. Karl Marx souhaite le dépérissement de l'État, de la bourgeoisie. Ceux-ci sont identifiés comme étant la source de l'aliénation, de l'exploitation des prolétaires. Parce que leurs actions sont nuisibles à la majorité, les prolétaires, les bourgeois doivent être combattus, même avec la violence s'il le faut. L'histoire nous a appris que le communisme, dans la pratique, s'est érigé lui-même en un système répressif. Lors de la révolution de février 1917, les paysans russes ont renversé le pouvoir du tsar par la violence pour imposer un régime communiste. Paradoxalement, ce régime communiste, qui avait pour objectif de mettre fin à l'exploitation des paysans, s'est lui-même transformé en un pouvoir oppressif. Pour paraphraser la pensée de Spinoza que nous avons suscitée, on pourrait affirmer que les paysans ont changé les exploitants, mais pas l'exploitation. La violence est un cercle vicieux qui retourne bien souvent contre son auteur. La dictature du prolétaire est devenue une dictature contre les prolétaires eux-mêmes. Cette déviation pernicieuse du communisme viendrait du fait d'appréhender fixement les bourgeois comme étant le mal absolu à éliminer par tous les moyens. Une telle conception nous présente le schéma suivant. Les bourgeois sont le mal, les insensés, et les prolétaires sont le bien, les sages. Le marxisme préconise donc une société où les bourgeois, les insensés, n'ont pas droit de citer une société purement communiste. Il nous semble que la critique marxiste de l'exploitation bourgeoise a sa raison d'être, car rien ne peut justifier la paupérisation d'une partie considérable du peuple, les prolétaires. Mais, les prolétaires, la multitude, marquant d'un esprit critique, peut constituer une force non éclairée capable d'un grand mal. La multitude a le plus souvent des positions inconstantes et elle est plus prompte à l'action qu'à la réflexion. Elle se laisse guider généralement par l'émotion et non par la raison. La méfiance de Spinoza à l'égard de la multitude pourrait s'expliquer par ces quelques arguments. On pourrait également affirmer que dans le système de Spinoza, nous avons d'un côté les insensés, c'est-à-dire ceux qui restent au premier degré, et les sages, ceux qui sont passés au deuxième degré et font l'effort de monter au troisième degré de connaissance. Pour Spinoza, le premier degré n'est pas recommandable, car c'est le monde des idées confuses et mutilées. Au contraire, à partir du deuxième degré, l'on commence à accéder au sublime, à la béatitude. Mais aucunement ces différents degrés ne doivent être appréhendés comme étant des stades fixes, immuables, où l'individu est maintenu inextricablement. Le conatus est un principe immanent qui permet à tout individu de passer du premier degré au deuxième degré de connaissance. Le perfectionnement, le passage du monde des idées inadéquates à celui des idées adéquates est fonction de l'exercice de la vertu. Ce perfectionnement est le fait d'un combat interne et n'est point l'apanage d'une élite. Spinoza le dit clairement dans cette proposition. Le souverain bien de ceux qui pratiquent la vertu est commun à tous, et tous peuvent également y trouver leur joie. Gudere en latin. Le souverain bien, le sublime, n'est pas a priori un acquis pour la multitude. Mais chaque individu dans la multitude peut y accéder par les efforts qu'il fera pour
persévérer dans son acte. En agissant par vertu, l'individu se sauve du degré des insensés pour celui des sages. De ce fait, l'accroissement du nombre de personnes s'appliquant à la vertu influe sur la société. Cet accroissement donnera une société où il y a de plus en plus de sages, de personnes responsables, de personnes raisonnables. Les insensés peuvent s'améliorer. Il n'y a point besoin de songer à les éliminer. Il faut une société des sages et des ignorants. Voilà la conclusion que Baruch Spinoza donne à cette réflexion que nous avons menée sur la société des sages et des insensés. Je vous remercie.